Certaines personnes, en entrant dans une pièce, n'entendent pas ce qui est dit, mais ce qui ne l'est pas. Elles perçoivent l'intonation plus que les mots, les silences entre les phrases plus que les mots eux-mêmes. Elles remarquent le moindre changement dans les expressions du visage, le tremblement de la voix, l'incertitude dans le regard. Mais cette conscience n'est pas un compliment. Souvent, elle commence par un fardeau, car tout le monde parle, mais tout le monde ne ressent pas. Tout le monde explique, mais tout le monde ne perçoit pas. Selon Carl Jung, il existe un seuil précisément à ce niveau. À mesure que la perception augmente, la liberté n'augmente pas. Au contraire, sans intégration consciente, la perception commence lentement à consumer l'individu de l'intérieur. C'est pourquoi certaines personnes tentent de comprendre tout le monde toute leur vie, sans jamais pouvoir vivre pleinement leur propre vie. Car chercher à comprendre n'est pas un acte aussi innocent qu'on le croit. La compréhension, lorsque des limites ne sont pas fixées, se transforme en intrusion. Les peurs, la colère refoulée, les traumatismes non résolus d'autrui s'infiltrent dans votre esprit sans que vous vous en aperceviez. Et après un certain temps, vous vous retrouvez face à cette question. Ces sentiments m'appartiennent-ils vraiment ou ne fais-je que les porter? Jung décrit cela comme la pression silencieuse de l'inconscient collectif. Lorsque le désir de se conformer à la société, la peur de l'exclusion et l'effort pour être une bonne personne se conjuguent, une personne peut transformer son monde intérieur en un véritable dépotoir émotionnel pour autrui. De l'extérieur, vous paraissez compréhensif, calme et mature. Mais intérieurement règne une lassitude constante, un poids inexplicable, un épuisement inexplicable. C'est comme si chacun avait laissé quelque chose derrière soi. C'est précisément ce que Jung appelle le danger. Car une perception exacerbée, mal maîtrisée, ne vous fait pas grandir. Elle vous ronge. À mesure que les autres se confient à vous, vous perdez une part de vous-même. À force de vouloir comprendre tout le monde, vous devenez incapable d'entendre vos propres besoins. Et le plus insidieux, c'est que cette situation passe longtemps inaperçue, car la société encense la personne compréhensive. Elle encense celui qui sait écouter. Elle encense celui qui garde le silence. Mais personne ne se demande ce qu'ils portent en eux. L'une des observations les plus dures, mais aussi les plus justes, de Jung se dégage ici. Certaines personnes sont malheureuses, non pas par manque de liberté, mais parce qu'elles comprennent trop. Car comprendre, ce n'est pas toujours créer du lien. Parfois, c'est simplement porter le fardeau. Et peut être, pour la première fois de votre vie, avez-vous besoin d'entendre cette phrase. Le jour où vous cessez de chercher à comprendre les autres, c'est votre esprit qui s'allège, non votre cœur. Ce n'est pas une pause, c'est un éveil. Car la liberté ne commence pas par la résolution des problèmes de chacun. Elle commence par la capacité de choisir le fardeau que l'on portera. Et souvent, on ne se souvient plus quand ce fardeau a commencé. Était-ce dans l'enfance, dans la jeunesse, ou la première fois que quelqu'un a dit « Tu me comprends si bien, mais vous le sentez ». Les gens se confient à vous, leurs problèmes, leurs contradictions, leurs indécisions, même si vous ne les résolvez pas, vous les portez. Car intuitivement, vous savez, si vous ne les soutenez pas, ils s'effondreront. À ce stade, la perception cesse d'être une compétence et devient une responsabilité. C'est là qu'intervient ce que Jung appelait l'ombre. Inconsciemment, les gens laissent dans votre conscience les aspects d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent affronter. À mesure que vous progressez dans votre compréhension, ils s'allègent. Vous vous sentez plus lourd. Et personne ne s'en aperçoit, car ce processus est silencieux. Il ne crie pas, ne laisse aucune trace. Il est seulement ressenti comme une lassitude diffuse
qui s'accumulent en vous. Le plus dangereux est que, peu à peu, ce fardeau commence à vous appartenir. Le malheur des autres devient votre responsabilité. La confusion d'autrui semble un problème que vous devez résoudre. Et votre propre voix intérieure s'éteint peu à peu. L'avertissement de Jung est clair. Celui qui remplit constamment sa conscience de l'inconscient des autres finit par oublier qui il est, car chaque tentative de compréhension est un peu plus un renoncement à soi-même. C'est pourquoi cette vidéo n'a pas pour but de blâmer les autres, mais de vous rappeler de vous retrouver. Car la liberté ne commence pas par une meilleure explication des choses. Elle commence au moment où vous réalisez que vous n'avez pas à tout expliquer. Pourquoi l'humanité s'efforce-t-elle constamment de comprendre? Pourquoi cherche-t-on à déchiffrer les sentiments, les pensées et les comportements d'autrui? Selon Carl Jung, il ne s'agit pas simplement de curiosité. Cela puise sa source dans un besoin psychologique bien plus profond. L'esprit humain se façonne au sein de l'inconscient collectif dès la naissance. Autrement dit, nous n'existons pas seulement en tant que nous-mêmes. Nous portons aussi en nous les attentes invisibles du groupe, de la famille, de la société et de la culture auxquelles nous souhaitons appartenir. Dans ce contexte, la compréhension est présentée comme une vertu. Elle est enseignée comme un moyen de se conformer, d'éviter les conflits et d'être accepté. Dès notre plus jeune âge, nous grandissons avec des messages tels que « Sois empathique, comprends les autres et gère ». Cependant, Jung souligne que la compréhension n'est pas toujours un choix conscient. Souvent, c'est un mécanisme de défense. Car celui qui cherche à comprendre espère ne pas être exclu. Il craint le rejet. Pour ne pas se sentir seul, il fait de la place aux sentiments des autres. Et cet espace ouvert, sans limite, finit par restreindre son propre espace intérieur. Jung observe ce phénomène particulièrement chez les individus intuitifs et très perspicaces. Ces personnes perçoivent rapidement l'atmosphère émotionnelle qui les entoure. Elles remarquent qui est tendu, qui refoule ses émotions, qui fait semblant. Elles perçoivent tout. Et cette conscience s'accompagne d'un sens des responsabilités. Si je l'ai vu, je dois le comprendre. Cette pensée est le premier maillon de la chaîne. Car ici, la compréhension n'est plus un acte libre. Elle devient une nécessité. En déchiffrant le monde intérieur des autres, une personne se sent en sécurité. Un sentiment de contrôle se développe, une illusion s'installe. Si je comprends tout le monde, personne ne pourra me blesser. Or, selon Jung, c'est une grave erreur, car ce qui blesse une personne, ce n'est pas le chaos qu'elle ne comprend pas, mais l'excès qu'elle porte en elle. Une personne qui cherche constamment à comprendre finit par faire passer ses propres besoins après les siens. Elle refoule sa colère, repousse sa déception et brouille ses propres limites. La société qualifie cette personne de mature, mais Jung affirme que cette maturité peut être illusoire, car la véritable maturité ne consiste pas à absorber toutes les émotions. Il s'agit de savoir distinguer ce qui nous appartient. La culpabilité est une autre source du désir de comprendre. La conviction que je serai égoïste si je ne comprends pas est profondément ancrée chez beaucoup. Par conséquent, les individus consacrent leur énergie mentale à la complexité d'autrui. Jung décrit cela comme un contrat inconscient. Ne me quitte pas et je te comprendrai. Mais le prix de ce contrat est élevé, car, avec le temps, l'individu lie son identité à ce rôle. Être celui qui comprend, qui arrange les choses et qui apaise devient sa raison d'être. Et lorsque ce rôle est ébranlé, un grand vide se crée. Le point essentiel est le suivant. La plupart des gens cherchent à comprendre les autres,
non pas pour les comprendre véritablement, mais pour se protéger. Et lorsque cet effort passe inaperçu, il devient l'ennemi le plus silencieux de la liberté. Un autre élément que Jung souligne particulièrement à ce sujet est la peur. La personne qui tente de comprendre agit souvent sous l'effet d'une anxiété inconsciente. La peur de perdre le contrôle. Lorsque le comportement humain devient imprévisible, un sentiment de menace surgit. Par conséquent, l'individu tente de réduire l'incertitude en essayant de décrypter l'autre. Il a l'impression que le danger disparaîtra s'il trouve une explication à chaque comportement. Or, selon Jung, il ne s'agit que d'une illusion, car l'âme humaine n'est pas mathématique. Toutes les émotions ne peuvent être déchiffrées. Tous les comportements ne peuvent être intégrés à un cadre logique. Celui qui cherche constamment à comprendre, au lieu d'accepter cette incertitude, se condamne à un état d'hypervigilance auto-infligée. Et avec le temps, cette hypervigilance devient une composante de sa personnalité. Il oublie d'exister, tout simplement. Écouter, ressentir, interpréter, tout devient automatique. Jung décrit cela comme la surexpansion de la conscience. Lorsque la conscience est saturée d'informations, l'équilibre intérieur est perturbé. L'individu paraît sensible au monde extérieur, mais se détache progressivement de son monde intérieur. C'est pourquoi chercher constamment à comprendre autrui n'est pas une vertu. C'est une habitude insidieuse qui, si on n'y prend pas garde, éloigne l'individu de son centre. Une perception aiguisée semble, vue de l'extérieur, un avantage. Alors que la plupart des gens ne perçoivent les événements qu'en surface, vous en percevez la profondeur. Vous ressentez l'intention derrière les mots, l'hésitation dans un regard, la tension dans le silence. Mais selon Carl Jung, c'est précisément là que réside un prix caché. Car plus la perception s'accroît, plus le contenu auquel l'esprit est exposé s'étend. Et ce contenu n'est pas seulement de l'information. Il s'agit d'émotions, de conflits, de désirs refoulés, de peurs non résolues. Une personne dotée d'une perception aiguisée se transforme inconsciemment en une sorte de récepteur psychologique. Chaque vague émotionnelle circulant dans son environnement la frappe en premier. Jung décrit cela comme un affaiblissement des filtres de la conscience. Lorsque ces filtres s'affaiblissent, il devient difficile de distinguer ce qui nous appartient de ce qui vient des autres. Au départ, cela procure un sentiment de supériorité. La pensée « je vois, je comprends » s'installe insidieusement en elle. Cependant, avec le temps, ce sentiment de supériorité devient un lourd fardeau, car l'esprit humain n'est pas illimité. Il ne peut pas tout contenir à la fois. Les émotions refoulées, les conflits non résolus et les vérités évitées lors de la confrontation s'accumulent dans le monde intérieur d'une personne à la perception exacerbée. Cette accumulation se compose souvent de problèmes étrangers à sa propre vie. Les observations cliniques de Jung révèlent fréquemment que les personnes à la perception exacerbée peinent à identifier leurs propres émotions, car leur monde intérieur est imprégné des résidus émotionnels d'autrui. Avec le temps, cela conduit à un épuisement psychologique, une agitation inexplicable et un sentiment de vide inexpliqué. La personne ignore pourquoi elle se sent ainsi, car une grande partie de ce qu'elle ressent ne lui appartient pas. Le prix caché de la perception exacerbée se révèle alors. La personne commence à perdre sa voix intérieure. Ses besoins, ses limites et ses désirs sont relégués au second plan. Jung décrit ce processus comme une invasion de l'inconscient. Lorsque la conscience ne peut se protéger, elle déborde du poids du monde extérieur. Dès lors, la personne vit dans un état d'alerte constant. Son esprit est en alerte permanente. Dans chaque environnement, chaque relation, chaque conversation.
elle ne trouve pas le repos, car sa perception ne s'éteint jamais. Cet état d'ouverture constant consomme l'individu de l'intérieur. La société ne s'en aperçoit souvent pas, car une personne à la perception exacerbée paraît généralement harmonieuse, compréhensive et calme. Mais selon Jung, ce calme n'est pas un véritable équilibre. Il résulte d'une surcharge émotionnelle refoulée. À mesure qu'une personne porte le poids émotionnel des autres, elle s'éloigne de son propre centre. Au bout d'un certain temps, les questions commencent à surgir. Qui suis-je? Que ressens-je? Que désire-je? Lorsque les réponses à ces questions deviennent floues, la perception cesse d'être une compétence, mais un prix à payer. Et si ce prix passe inaperçu, il érode progressivement l'intégrité psychologique de la personne. À ce stade, un autre danger, que Jung souligne particulièrement, se profile l'isolement. Avec le temps, l'individu à la perception exacerbée commence à se sentir différent de son entourage. Les conversations semblent superficielles, les relations s'enlisent et les expériences partagées sont insatisfaisantes. Ce détachement n'est pas un choix conscient, c'est une conséquence naturelle de la profondeur de la perception. Cependant, si cette conséquence n'est pas correctement comprise, elle plonge la personne dans la solitude. À mesure qu'elle s'isole, le fardeau s'alourdit, car la perception s'épuise non pas lorsqu'elle n'est pas partagée, mais lorsqu'elle n'est pas encadrée. Selon Jung, il ne s'agit pas ici de réprimer la perception, mais de la structurer. Autrement, la conscience, au lieu de développer l'individu, le consume silencieusement, et cette consommation se fait généralement de manière insidieuse. Il n'y a ni effondrement majeur, ni crise manifeste. Tout se déroule lentement, par petites interruptions du quotidien. La personne réalise qu'elle ne ressent plus la même excitation. La distance s'accroît dans les relations, les émotions s'estompent. Jung explique cela comme un mauvais usage de l'énergie spirituelle. L'énergie ne se dirige pas vers le processus d'individuation de la personne, mais vers les mondes intérieurs non résolus d'autrui. C'est le prix caché de la perception exacerbée. La personne ne réalise pas qu'elle se perd d'elle-même en portant les autres. On n'élimine pas les aspects de soi-même qu'on ne peut affronter. On les ignore tout simplement. C'est précisément ce que Carl Jung appelait l'ombre. Colère refoulée, jalousie inavouée, peur niée, désir inavoué. Rien de tout cela ne disparaît. Tout est simplement refoulé dans l'inconscient. Et l'inconscient a horreur du vide. L'ombre trouve toujours un exutoire. Selon Jung, cet exutoire se fait souvent par l'intermédiaire d'autrui. Inconsciemment, on projette vers l'extérieur les ténèbres que l'on ne peut supporter en soi. Tout ce dont on accuse, critique et dont on accable les autres est en réalité la trace des parts de soi que l'on dissimule. C'est là qu'intervient l'individu très perspicace, car il perçoit ses reflets. Il les reçoit en silence, il leur donne un sens, et souvent, il les porte en lui. Porter son ombre n'est pas un choix conscient, c'est un effet secondaire de la perception. On laisse tout ce que l'on ne veut pas voir en soi à ceux qui écoutent, comprennent et gardent le silence sans jugement. Et lorsque ce processus passe inaperçu, un équilibre dangereux se crée. Celui qui se libère de son ombre s'allège, celui qui reçoit l'ombre s'alourdit. Jung perçoit cela comme une injustice psychologique, car lorsque l'obscurité à laquelle une personne doit faire face devient un fardeau pour une autre, aucune des deux ne peut évoluer. L'une continue de fuir, l'autre de la porter. Avec le temps, ce fardeau érode l'identité de la personne, car une ombre n'est pas qu'une émotion, c'est une énergie. Et cette énergie ne peut demeurer là où elle n'a pas sa place. Elle se manifeste dans le monde intérieur de la personne par de l'agitation, une colère inexplicable et une culpabilité sans raison.
Jung a souvent observé un schéma dans sa pratique clinique. Le patient ignore la cause de sa fatigue. Il n'y a pas de problème majeur dans sa vie, mais il ressent une lourdeur intérieure. Cette lourdeur est souvent la somme des ombres portées. En portant l'obscurité d'autrui, une personne s'éloigne de sa propre lumière, car la lumière a besoin de limites. Une ombre, en revanche, est sans limite. Si aucune limite n'est fixée, l'ombre se répand partout. L'un des avertissements les plus sévères de Jung se manifeste ici. Celui qui refuse d'affronter sa propre ombre est condamné à subir celle d'autrui. Et ce sont les individus dotés d'une grande perception qui ressentent cette condamnation le plus intensément, car ils voient et intériorisent ce qu'ils voient. Or, voir ne signifie pas toujours porter son ombre, mais lorsque cette distinction n'est pas faite, la perception cesse d'être un don, elle devient un fardeau, et la personne, sans le savoir, devient le théâtre des luttes intérieures des autres. À ce stade, la plupart des gens se demandent « Et si je ne porte pas cette ombre ?» La réponse de Jung est claire. Lorsque vous ne la portez pas, l'autre personne est confrontée à sa propre ombre pour la première fois, et cette rencontre est déstabilisante. C'est pourquoi certains vous qualifient d'insensible, de froid ou de distant. Pourtant, il ne s'agit pas d'une rupture, mais d'un équilibre. Renvoyer l'ombre n'est pas une attaque, c'est laisser la responsabilité là où elle doit être. Selon Jung, l'individuation commence précisément à ce moment-là. Quand une personne cesse de porter le fardeau des ténèbres d'autrui, elle commence à instaurer son propre ordre intérieur. Et cette décision se prend généralement en silence, sans grande déclaration ni confrontation brutale. La personne s'arrête, tout simplement. Elle explique moins, résout moins de problèmes et s'allège de son fardeau. Et, chose intéressante, une force émerge de ce silence. Ce que Jung appelait la force silencieuse naît de là. La personne, libérée de l'ombre, s'allège. À mesure qu'elle s'allège, sa perception s'éclaircit. Elle peut désormais distinguer ce qui lui appartient de ce qui vient des autres. Cette conscience lui permet de maintenir une distance consciente avec son ombre au lieu de la laisser la dominer. La dissolution de l'identité ne survient pas brutalement. Il n'y a pas de rupture spectaculaire, pas d'effondrement visible de tous. Au contraire, ce processus progresse très insidieusement. La personne continue à travailler, à parler, à rire, à écouter, mais une incertitude grandit en elle. Selon Carl Jung, cette incertitude est le signe d'un éloignement progressif de son centre. Ce danger est plus fréquent chez les personnes qui passent leur temps à comprendre, à rassembler et à servir de médiatrices. Car, avec le temps, ces personnes construisent leur identité non pas à partir de leur propre voix intérieure, mais à partir des besoins d'autrui. Elles ne pensent pas à ce qu'elles ressentent, mais à ce dont les autres ont besoin. Et lorsque cette façon de penser s'installe durablement, la dissolution de l'identité commence. Jung la définit comme l'érosion des frontières du soi. À mesure que ces frontières s'érodent, la distinction entre soi et l'autre s'estompe. La personne devient incapable de distinguer ses propres émotions. Un jour, elle éprouve de la culpabilité sans raison apparente. Le lendemain, une colère inexplicable. Mais la source de ces émotions reste obscure, parce que la plupart de ces identités s'infiltrent à travers le monde intérieur d'autrui. C'est là l'aspect le plus dangereux de la dissolution de l'identité. La personne ne réalise pas qu'elle s'est perdue, car elle reste fonctionnelle. Elle est encore bonne, elle est encore compréhensive. L'avertissement de Jung se fait plus sévère. Plus une personne vit pour les autres, plus son lien avec elle-même s'affaiblit. Et lorsque ce lien s'affaiblit, le moi commence à se remplir de vide.
Ces vides sont généralement comblés par les attentes d'autrui. Avec le temps, la personne cesse de se demander « Qui suis-je » Elle se demande plutôt « Qu'attendons-nous de moi ?» Cette question est au cœur de la dissolution de l'identité, car l'individu a perdu son repère intérieur. Jung a rencontré de nombreux patients confrontés à cette situation dans sa pratique clinique. Leur point commun: aucune crise majeure ne bouleverse leur vie, mais ils éprouvent un profond sentiment d'absurdité. La personne pense se connaître, mais en réalité, elle ne connaît que son rôle. Le rôle de la compréhension, le rôle de l'apaisement, le rôle du soutien. Lorsque ces rôles sont maintenus trop longtemps, le véritable moi se retire. Selon Jung, lorsque le moi se retire, l'inconscient prend le dessus, ce qui accroît les conflits internes. La personne ne comprend plus sa fatigue, ni pourquoi elle ne se sent plus comme avant, car cette fatigue n'est pas physique, mais liée à l'identité. La dissolution de l'identité correspond à la rupture du lien d'une personne avec elle-même. Si cette rupture passe inaperçue, elle perturbe son processus d'intégration. Le chemin que Jung nommait individuation est le mouvement de la personne vers son propre centre. Mais une conscience alourdie par le poids des autres ne peut poursuivre ce chemin. La dissolution de l'identité n'est donc pas qu'un simple état psychologique, c'est un danger existentiel. Lorsqu'une personne reporte la connaissance de soi pour tenter de comprendre les autres, elle empêche silencieusement le prix fort. L'élément le plus trompeur dans ce processus est le retour d'informations de l'entourage. On vous fait confiance, on vous croit fort, on vous dit « tu gères tout ». Ces phrases semblent être des marques d'appréciation extérieure. Mais selon Jung, il s'agit d'un renforcement caché qui accélère la dissolution de l'identité, car la personne a le sentiment de n'exister que tant qu'elle maintient ce rôle. Une peur se développe, celle de voir sa valeur diminuer si l'on ne comprend pas, n'écoute pas ou n'assume pas de responsabilité. Cette peur lie le moi à l'approbation d'autrui. La personne n'existe plus pour ce qu'elle est, mais pour sa fonction. Dès lors, l'identité cesse d'être une structure vivante. Elle se transforme en un masque figé. Jung appelle ce masque la persona. La persona est le visage que nous développons pour survivre en société. Mais si la persona vit seule, elle étouffe le moi. C'est là que commence la dernière étape de la dissolution de l'identité. L'individu hésite à se connecter à son monde intérieur, car il devrait se souvenir de qui il est en silence. Par conséquent, il est constamment occupé, constamment préoccupé par les autres, constamment tourné vers le monde extérieur. Pourtant, l'avertissement de Jung est clair. Plus la persona se renforce, plus le moi s'affaiblit. Et lorsque le moi s'affaiblit, l'individu cesse d'être maître de sa propre vie. Il devient le régulateur émotionnel des autres. C'est précisément là le danger silencieux. Dans sa pratique clinique, Carl Jung rencontrait régulièrement un type de personnes. Des individus qui, de l'extérieur, paraissaient parfaitement équilibrés, harmonieux et fonctionnels. Pourtant, au fond d'eux-mêmes, ils portaient une lassitude inexplicable. Ces personnes étaient souvent incapables de répondre clairement à la question « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi ?» Elles n'avaient pas vécu de traumatisme majeur. Elles n'avaient subi aucune perte importante, aucune crise marquante, ni aucun effondrement visible. Pourtant, un profond malaise les habitait. C'est précisément ce qui attira l'attention de Jung. Le problème n'était pas apparent, mais caché. Au fil des séances, un schéma commun se dessinait. Tous ces patients étaient excessivement accablés par les émotions des autres. Ils étaient les médiateurs de la famille, les piliers des relations, ceux qui portaient le fardeau de tous au travail. Jung
n'y voyait pas une coïncidence. Selon lui, c'était le résultat d'une négligence prolongée de l'inconscient. Les patients s'étaient tellement habitués à comprendre les autres qu'ils s'étaient coupés de leur propre monde intérieur. Une phrase revient fréquemment dans les notes cliniques de Jung. Ils ne parviennent pas à se connecter à leurs propres émotions. Il ne s'agit pas d'une absence d'émotion, mais plutôt d'une inversion d'une émotivité excessive. La personne ressent tant de choses qu'elle ne parvient plus à distinguer celles qui lui appartiennent. À ce stade, Jung interroge la direction de la perception. La perception est-elle tournée vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Si elle est constamment dirigée vers le monde extérieur, la conscience néglige sa fonction de régulation interne. Selon Jung, cette négligence engendre des conséquences psychologiques à long terme. Dans ses observations cliniques, ces conséquences se manifestent de différentes manières. Certains patients se plaignent de fatigue chronique. D'autres éprouvent un sentiment de culpabilité irrationnelle. D'autres encore vivent dans un état d'agitation constant sans pouvoir en expliquer la raison. Lorsque Jung examine ces symptômes individuellement, il en perçoit une cause commune. La personne a suspendu son processus d'individuation, car l'individuation exige un courage intérieur. Or, ces personnes vivent sous le poids d'une responsabilité envers autrui. Réguler, interpréter et porter les autres est devenu leur mode de vie. Le point que Jung souligne le plus en clinique est le suivant. Il ne faut pas confondre le maintien de l'équilibre émotionnel d'autrui avec le maintien de son propre équilibre mental. Bien que ces deux processus soient similaires, ils ne sont pas identiques. En clinique, Jung n'offre généralement pas de solution directe à ses patients. Il les aide plutôt à prendre conscience de leurs émotions. Il leur pose régulièrement la question « Ce sentiment vous appartient-il » Car, selon Jung, la guérison ne commence pas par la suppression des émotions, mais par leur remise à leur juste place. Les observations cliniques montrent que le besoin le plus important des personnes dotées d'une grande perception n'est pas la limitation, mais la capacité de discernement. Une conscience incapable de discernement s'encombre. Une conscience encombrée, avec le temps, perd son centre. Le travail clinique de Jung révèle clairement que tenter de comprendre autrui n'est pas une démarche anodine. La compréhension, lorsqu'elle n'est pas consciente, est un processus silencieux qui éloigne la personne d'elle-même. Et ce processus, s'il passe inaperçu, peut se prolonger pendant des années. L'observation clinique de Jung est sans équivoque. Parfois, une personne est épuisée non pas parce qu'elle est malade, mais parce qu'elle porte un fardeau trop lourd. Un autre détail auquel Jung prêtait une attention particulière à la clinique était la façon dont les patients parlaient. Lorsqu'ils parlaient d'eux-mêmes, leurs phrases étaient courtes et vagues. Mais lorsqu'ils décrivaient les autres, ils étaient extrêmement précis. Ils pouvaient expliquer longuement qui ressentaient quoi, pourquoi ils agissaient ainsi et dans quelles circonstances ils avaient été blessés. Jung associait cette situation à l'orientation de l'inconscient. Lorsque l'esprit conscient scrute constamment le monde extérieur, le monde intérieur se tait. Et ce silence n'est pas la paix, c'est le détachement. Lorsqu'une personne devient incapable de raconter sa propre histoire, elle se perd dans celle des autres. Cliniquement, c'est l'un des indicateurs les plus clairs d'un retrait de soi. À ce stade, Jung suggérait à ses patients un exercice simple mais puissant. Pendant une semaine, écoutez sans chercher à déchiffrer l'autre, sans commenter, sans chercher de raison, sans donner d'explication, simplement être immobile. Pour beaucoup de patients, cet exercice était étonnamment difficile, car tenter de comprendre était devenu leur mécanisme de défense automatique. L'objectif de Jung était de briser cet automatisme, car ce n'est que lorsque les réactions automatiques cessent que la conscience peut retrouver son centre.
Les observations cliniques montrent que cette posture favorise la clarté intérieure au fil du temps. Lorsqu'une personne cesse de porter les émotions des autres, elle recommence à entendre la voix de ses propres émotions. Selon Carl Jung, l'individuation ne consiste pas à s'améliorer, mais à se retrouver soi-même. Et ce cheminement ne commence pas par l'acquisition de connaissances, comme beaucoup le pensent, mais par le lâcher-prise conscient de certaines choses. Parmi celles-ci, la volonté de comprendre autrui est primordiale, car une personne qui cherche constamment à comprendre les autres s'éloigne inconsciemment de son propre centre. Jung insiste particulièrement sur ce point lorsqu'il décrit le processus d'individuation. Plus une personne reste longtemps plongée dans le monde intérieur des autres, plus elle tarde à atteindre le sien. L'individuation exige donc le courage de se détacher, le courage de cesser de vouloir comprendre tout le monde, de chercher une explication à chaque action, d'accepter chaque émotion. Ce lâcher-prise est souvent mal compris. Il est perçu comme de la froideur, voire de l'égoïsme. Or, selon Jung, il s'agit du réflexe d'autoconservation du moi, car l'individuation requiert des limites. Si une personne ne sait pas où s'arrêter, elle ne peut savoir qui elle est. Renoncer à la compréhension ne signifie pas renoncer à l'empathie. Il s'agit de replacer l'empathie dans un contexte conscient. La distinction de Jung est claire. Comprendre et intérioriser ne sont pas synonymes. Pourtant, les personnes très perspicaces confondent souvent les deux. Lorsqu'elles perçoivent les émotions d'autrui, elles pensent devoir les intérioriser. Or, l'individuation intervient précisément à ce stade. Lorsqu'une personne commence à se poser la question « Cela m'appartient-il ?» elle s'est déjà engagée sur le chemin de l'individuation. Cette question paraît simple, mais son impact est profond, car elle déplace la conscience du monde extérieur vers le monde intérieur. Selon Jung, l'étape la plus difficile du processus d'individuation est la confrontation à la culpabilité. Celui qui renonce à comprendre éprouve d'abord un sentiment de culpabilité, comme s'il avait négligé un devoir, comme s'il avait abandonné quelqu'un en cours de route. Mais cette culpabilité n'est pas un véritable problème moral, c'est la dissolution de l'ancienne identité, car la personne a existé pendant des années dans le rôle de la personne compréhensive. Lorsque ce rôle disparaît, le moi se retrouve temporairement dans un vide. Jung perçoit ce vide non comme un danger, mais comme une nécessité, car le vide est l'espace où un nouvel ordre intérieur s'établira. L'individuation s'approfondit ici. La personne commence à se connecter non plus aux attentes des autres, mais à sa propre voix intérieure. Elle prend conscience de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle ne veut pas et de ce qu'elle ne peut tolérer. Cette prise de conscience est parfois déstabilisante, car l'individu se confronte à des limites qu'il a refoulées pendant des années. Mais selon Jung, c'est précisément de là que naît le véritable pouvoir. La personne individualisée sait qu'elle n'a pas à s'ouvrir à tous. Elle sait qu'elle n'a pas à décrypter chaque émotion. Elle sait qu'elle n'a pas à endurer chaque relation. Et cette conscience crée une liberté silencieuse. Renoncer à comprendre, ce n'est pas tourner le dos au monde. C'est créer consciemment une distance entre soi et le monde. L'enseignement de Jung sur l'individuation ne conduit pas à la solitude, mais à la plénitude intérieure. Car seule une personne capable de retrouver son centre peut établir une relation saine avec autrui. Et ce centre commence à se révéler dès l'instant où l'on cesse de chercher à comprendre les autres. Ce courage est souvent silencieux. Cela ne se produit pas par de grandes décisions, des ruptures brutales ou des confrontations dramatiques. La personne s'arrête simplement. Elle explique moins qu'avant. Elle pose moins de questions. Elle ne cherche plus autant à comprendre. Et c'est précisément dans cette attitude
qu'elle prend conscience d'une pression subtile émanant de son environnement. Selon Jung, cette pression est la résistance de l'inconscient collectif, car la personne individualisée transgresse les règles invisibles du groupe. Lorsqu'une personne se retire de son rôle de gestionnaire et de compréhensif envers tous, le système s'effondre. C'est pourquoi une personne qui s'engage sur la voie de l'individuation est souvent accusée d'avoir changé temporairement. Pourtant, ce n'est pas la personne qui change, mais la conscience qui ne réagit plus automatiquement. Jung établit une distinction importante à ce stade: solitude et isolement. Une personne qui renonce à la compréhension se croit d'abord seule, car les espaces qu'elle occupait sont désormais vides. Mais ce vide n'est pas un manque, c'est une purification. Avec le temps, cet isolement se transforme en résilience intérieure. La personne prend conscience de sa capacité à exister par elle-même, sans se laisser emporter par le flot émotionnel des autres. C'est là que l'individuation s'approfondit. Elle ne se définit plus par les rôles que les autres lui imposent, mais par la clarté qui émane de son fort intérieur. Et cette clarté n'est pas le prix à payer pour renoncer à la compréhension. Elle en est la récompense. Lorsque le processus d'individuation débute dans le monde intérieur, ses effets se répercutent inévitablement sur l'environnement social. La personne semble identique, mais son comportement a changé. Elle donne moins d'explications, se défend moins et éprouve moins le besoin de faire ses preuves. Selon Carl Jung, ce changement est la conséquence naturelle de la prise de distance consciente, car la personne ne perçoit plus chaque interaction comme un problème à résoudre. C'est précisément à ce moment que s'établit le nouvel équilibre social. Les conversations qui vous lassaient auparavant sont désormais plus courtes. Les tensions qui vous pesaient s'estompent. Il ne s'agit pas d'éviter les autres, mais d'ajuster l'intensité des contacts. Jung définit cet équilibre comme une participation consciente. Autrement dit, la personne ne se retire ni ne s'ouvre complètement. Elle sait où fixer les limites. Cette conscience conduit à des résultats surprenants dans les relations sociales. Certains diront que vous avez changé. Ils vous trouveront plus distant, plus froid ou plus indifférent. Pourtant, selon Jung, cette perception découle de la rupture avec leurs habitudes et le nouvel ordre social, parce que vous n'êtes plus le régulateur émotionnel de tous. L'environnement social vous a inconsciemment légué des fardeaux que vous portez depuis des années. Lorsque ces fardeaux disparaissent, un vide se crée. Et ce vide est inconfortable pour la plupart des gens. Le propos de Jung est le suivant: un équilibre sain n'est pas toujours bien vu, car il peut perturber la zone de confort d'autrui. Une personne qui instaure un nouvel équilibre dans ses relations sociales devient plus sélective. Elle n'accepte pas toutes les invitations, ne participe pas à toutes les conversations, ni ne répond à toutes les questions. Cette sélectivité n'est pas de l'arrogance, mais une gestion consciente de son énergie. Selon Jung, l'énergie psychique est limitée, et lorsqu'elle est dépensée au hasard, le processus d'individuation s'affaiblit. Instaurer un équilibre dans l'environnement social signifie préserver cette énergie. On commence à discerner la profondeur des liens avec lesquels on peut se connecter. Les relations superficielles diminuent, tandis que les contacts significatifs prennent de l'importance. Dans ce processus, certaines relations se dissolvent naturellement. Jung perçoit cela non comme une perte, mais comme une élimination évolutive, car la conscience en cours d'individuation ne peut demeurer longtemps dans des relations incompatibles avec elle. Le nouvel équilibre social se manifeste aussi par le silence. Les vides autrefois comblés ne le sont plus. Le silence cesse d'être à éviter. Il devient une limite. Selon Jung, ce silence est le reflet d'un ordre intérieur. L'individu n'est plus constamment joignable. Cette inaccessibilité
n'est pas une démonstration de pouvoir. Elle est le fruit d'une découverte de soi. L'environnement social s'adapte à ce nouvel équilibre ou prend ses distances. Dans les deux cas, l'individu apprend à rester centré. C'est là le véritable équilibre, selon Jung. Ne pas se détacher de soi-même tout en se connectant aux autres. Dans le contexte social, ce nouvel équilibre ne signifie pas s'isoler, mais renoncer à la désintégration. Et ce renoncement est l'une des étapes les plus visibles, mais aussi les plus mal comprises, du chemin vers l'individuation. La différence la plus frappante de ce nouvel équilibre se révèle dans les réactions de la personne. Auparavant, un seul mot pouvait vous faire réfléchir pendant des jours. Mais maintenant, ce même mot ne vous obsède plus. Selon Jung, cela n'est pas dû à une désensibilisation, mais à une perception différenciée. Autrement dit, la conscience n'a plus besoin d'absorber chaque stimulus. Ce qui est important, ce qui est temporaire, ce qui vous appartient, ce qui appartient à autrui. Une personne capable de faire cette distinction paraît plus calme en société, car elle est moins désorganisée intérieurement. Ce calme est parfois mal interprété. On pourrait vous croire indifférent. Or, vous avez simplement réalisé que vous n'avez plus à tout prendre au sérieux. Cette prise de conscience réduit la réactivité émotionnelle dans les relations sociales et la remplace par la clarté. Jung lance un autre avertissement à ce stade. Une fois le nouvel équilibre établi, les vieilles habitudes peuvent refaire surface. Certaines personnes tenteront de vous ramener à votre ancien rôle. On entend souvent « Tu n'étais pas comme ça avant ». Ce n'est pas une critique, mais une épreuve d'équilibre. Selon Jung, une personne sur le chemin de l'individuation doit affronter ces épreuves avec calme, ni en se défendant, ni en se repliant sur elle-même, mais simplement en restant immobile. Car le véritable équilibre, c'est de ne pas avoir besoin de se justifier. Dans le contexte social, ce nouvel équilibre se pérennise. L'individu n'agit plus en fonction des attentes d'autrui, mais selon son propre rythme intérieur. Une fois ce rythme établi, le monde social cesse d'être chaotique et se transforme en un espace gérable. Selon Carl Jung, ce qu'il y a de plus épuisant pour une personne, ce n'est pas de nouer des relations, mais de rester dans une relation insécure. Car une relation insécure engendre un état d'alerte mentale constant. On est forcé de réfléchir à ce qu'il faut dire, à la façon dont on sera perçu et aux sentiments de l'autre. Avec le temps, cette réflexion devient automatique et la relation cesse d'être un lien profond pour se transformer en un exercice d'équilibriste. Jung conçoit les relations sécurisantes non comme un idéal romantique, mais comme une nécessité psychologique. Dans une relation sécurisante, on n'a pas à se justifier. C'est un lien qui ne requiert pas d'efforts constants pour être compris, qui n'exige pas de se défendre et qui n'impose pas de rôle. Car si l'on passe son temps à se justifier dans une relation, il y a de la tension et non de la connexion. Les observations cliniques de Jung montrent que les personnes dotées d'une grande perspicacité sont souvent attirées par les relations insécures. La raison est simple. Ces personnes perçoivent rapidement les vides émotionnels de l'autre et ont tendance à combler ce qu'elles perçoivent. L'autre est silencieux, elles prennent la parole. L'autre est en difficulté, elles le réconfortent. Mais selon Jung, cette dynamique ne crée pas un lien sécurisant. Au contraire, elle engendre un fardeau unilatéral. Le critère d'une relation sécurisante apparaît alors clairement. Les deux partenaires peuvent-ils assumer leur propre charge émotionnelle? Si la réponse est non, la relation devient épuisante pour l'un des deux au fil du temps. Jung explique que dans une relation sécurisante, les limites sont claires mais non rigides. Une limite n'est pas un mur, c'est un repère. Lorsqu'une personne sait où elle se situe,
elle perçoit l'autre avec clarté. Dans les relations insécures, les limites sont floues. On ne sait plus qui est contrarié par quoi, ni qui assume quelle responsabilité. Cette ambiguïté accroît le trouble intérieur chez les personnes à la perception exacerbée. Selon Jung, une relation sécurisante laisse également place au silence. Tous les vides ne sont pas comblés. Toutes les émotions ne sont pas résolues instantanément. Cet espace permet à chacun de rester en contact avec soi-même. Si le silence est immédiatement perçu comme un problème dans une relation, il y a dépendance et non confiance. Jung lance un avertissement important à ce sujet. Il ne faut pas confondre dépendance et intensité. L'intensité est temporaire. La confiance est permanente. Dans une relation sécurisante, on peut se permettre d'être soi-même, sans avoir à filtrer ses émotions. Mais cette ouverture ne signifie pas se charger de la responsabilité de l'autre. Chacun est responsable de ses propres émotions. Selon Jung, si ce sentiment d'appropriation est absent, la relation n'évolue pas. Elle ne fait que persister. L'absence de culpabilité est un autre indicateur d'une relation sécurisante. Si l'on ne se sent ni incomplet, ni égoïste, ni inadéquat en quittant une relation, alors l'équilibre est sain. Autrement, la relation érode notre identité sans même que l'on s'en rende compte. La théorie de l'individuation de Jung associe les relations sécurisantes à la fidélité à soi-même. On ne peut tisser des liens sécurisants que si l'on reste en contact avec soi-même. Mais lorsqu'on s'éloigne de soi-même, même les relations les plus intimes deviennent dangereuses. Ainsi, une relation sécurisante consiste moins à trouver la bonne personne qu'à respecter ses propres limites. Et ces limites apparaissent clairement lorsqu'on cesse de chercher à comprendre l'autre. Selon Jung, le signe le plus discret, mais aussi le plus puissant d'une relation sécurisante est le suivant. Vous n'avez pas besoin de vous effacer au sein de la relation. Vous ne cherchez pas à atténuer vos sentiments, vos pensées ou votre perception. Vous n'avez pas besoin d'émousser votre regard. Au contraire, vous pouvez rester vous-même. Si, dans une relation, vous vous adaptez constamment, si vous baissez le ton, si vous modérez vos pensées, ou si vous devez refouler vos sentiments, alors la pression est à la conformité et non à la confiance. Jung affirme que cette pression, à long terme, divise l'individu de l'intérieur, car lorsqu'une personne n'est pas acceptée telle qu'elle est, elle finit par faire semblant ou par s'effacer peu à peu. Une relation sécurisante est une relation où vous pouvez exister sans être effacé. La liberté est souvent mal comprise. Plus de choix, moins de responsabilités, aucune obligation de rendre des comptes. Selon Carl Jung, rien de tout cela ne constitue la véritable liberté. Ce ne sont que des soulagements superficiels. Jung recherche la liberté non pas dans les conditions extérieures, mais dans l'état de conscience. Tant qu'une personne vit selon les attentes d'autrui, quels que soient ses choix, elle n'est pas libre, car son orientation est tournée vers l'extérieur. C'est pourquoi beaucoup semblent vivre une vie libre, alors qu'intérieurement, ils sont constamment sur le qui-vive. Leurs pensées seront-elles mal comprises? Leurs sentiments causeront-ils des problèmes? Quelqu'un sera-t-il déçu? Ces questions ne sont pas des signes de liberté, mais d'une servitude invisible. Selon Jung, la liberté commence par le lâcher-prise de la responsabilité de gérer les réactions émotionnelles d'autrui. Car dès qu'une personne tente de contrôler les sentiments des autres, elle perd la maîtrise de son propre monde intérieur. C'est la raison fondamentale de la méprise sur la liberté. On croit souvent que la liberté signifie rompre les liens. Cependant, selon Jung, la liberté consiste à transformer la nature de ces liens. Cesser de chercher à comprendre tout le monde ne signifie pas fuir les autres.
Il s'agit simplement de se libérer des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Ce lâcher-prise est d'abord déstabilisant, car il engendre un sentiment de culpabilité. Des pensées telles que « je ne suis plus aussi impliqué qu'avant » et « je déçois les autres » nous assaillent. Jung soutient que cette culpabilité est la dernière résistance de l'ancienne identité. Cette identité, fondée sur la compréhension, la bienveillance et le soutien, perçoit la liberté comme une menace, car elle s'est construite sur les besoins d'autrui. La liberté étant souvent mal comprise, cette période de transition est fréquemment confondue avec la solitude. Lorsqu'une personne explique moins, intervient moins et comprend moins, elle a l'impression de se retirer de son environnement. Or, d'après Jung, il ne s'agit pas d'un retrait, mais d'un retour au centre. La liberté ne consiste pas à maintenir la même distance émotionnelle avec chacun. Être proche de certains, superficiel avec d'autres et distante avec d'autres encore, cette sélectivité est la manifestation concrète de la liberté. Jung souligne également que la liberté ne consiste pas à partager toutes ses émotions, le partage n'a de sens qu'à travers des limites. Sans limite, le partage devient désintégration. Lorsqu'une personne cesse de chercher à comprendre les autres, elle commence à reconnaître plus clairement ses propres émotions, ce qu'elle désire, ce qu'elle ne désire pas, ce qu'elle ne peut tolérer. Cette clarté est parfois brutale, car elle confronte les malaises refoulés pendant des années. Mais selon Jung, cette confrontation n'est pas le prix de la liberté, elle est la liberté elle-même. Lorsque la liberté est mal comprise, une personne devient soit excessivement détachée, soit incapable de se détacher. La voie que propose Jung est celle du juste milieu, ni tout porter, ni tout rejeter, mais simplement discerner. Quelle émotion m'appartient, laquelle ne m'appartient pas, quel fardeau m'incombe, lequel ne m'incombe pas. Lorsque cette capacité de discernement se développe, la liberté cesse d'être une idée. Elle devient une posture, et cette posture, vue de l'extérieur, est silencieuse. Mais intérieurement, elle ouvre un vaste espace, car la liberté ne s'acquiert pas en criant, mais en se libérant de ses fardeaux. Selon Jung, la plus grande méprise sur la liberté est de la confondre avec le confort. Or, la liberté n'apporte pas toujours le confort. Parfois, elle crée des tensions, car, pour la première fois, une personne doit assumer la responsabilité de ses propres limites. Elle ne peut plus se dérober en disant « ils ne m'ont pas compris », ni reporter son fardeau sur autrui en disant « c'était leur choix ». La liberté supprime aussi les excuses. C'est pourquoi beaucoup de gens, inconsciemment, fuient la liberté. Tenter de comprendre les autres est, en un sens, la forme la plus élégante de cette fuite, car, préoccupé par les sentiments d'autrui, on n'a pas à affronter son propre vide intérieur. Jung décrit cela comme le report de la liberté. On ne peut être libre que si l'on ose se retrouver seul avec soi-même. Et lorsque la liberté commence enfin à se faire sentir, elle arrive tout doucement. Ce n'est pas une explosion d'euphorie, ni un soulagement soudain. C'est plutôt comme si le tumulte de l'esprit s'apaisait. Le besoin constant de se justifier disparaît. L'obligation de tout comprendre s'estompe. Selon Jung, ce calme est le signe d'une conscience bien positionnée. On ne vit plus dans le monde intérieur d'autrui, on se tient en son propre centre. C'est la forme la plus pure de liberté. Elle n'est ni ostentatoire, ni proclamée, ni défendue. Elle est simplement vécue. Et cette vie devient possible dès l'instant où l'on cesse de chercher à comprendre les autres. Le tournant n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas d'illumination soudaine, de rupture brutale, ni d'instant unique qui remet tout en ordre comme on pourrait s'y attendre. Selon Carl Jung,
La véritable transformation ne commence pas par un tumulte, mais par un subtil changement intérieur. On se réveille un matin et l'on réalise qu'on ne cherche plus à tout comprendre autant qu'avant. Ce n'est pas une décision consciente, mais plutôt une attitude naturelle qui fait suite à une lassitude intérieure. Jung décrit cette attitude comme le retrait de la conscience vers son propre centre, car, à un certain moment, on cesse de vivre dans le monde intérieur des autres. C'est précisément là que réside le tournant. La perception reste forte, l'intuition est toujours active, la conscience n'est pas perdue, mais on n'absorbe plus tout. On commence à discerner ce qu'il faut conserver et ce qu'il faut laisser aller. Ce discernement est le seuil le plus crucial du processus d'individuation. Car ici, la perception cesse d'être un fardeau et devient un outil. Pour reprendre les mots de Jung, la conscience ne sert plus, elle devient maîtresse. Au moment charnière, la personne prend conscience pour la première fois que les sentiments d'autrui ne sont pas de sa responsabilité. Cette prise de conscience est d'abord brutale, car il devient évident que le fardeau porté pendant des années a façonné son identité. L'individu se retrouve alors confronté à la question « Si je ne porte plus ce fardeau, qui suis-je » Selon Jung, cette question est une étape inévitable de la transformation, car sans dissoudre l'ancien moi, un nouvel équilibre ne peut être atteint. Au moment de la transformation, la culpabilité réapparaît, mais moins intense. La personne ressent de la culpabilité sans pour autant y céder, signe que sa conscience se renforce. Jung définit ce stade comme le développement de la capacité à ne pas s'identifier à ses émotions. Autrement dit, on peut observer ce que l'on ressent sans s'y soumettre. Une fois cette capacité acquise, les relations commencent elles aussi à se transformer. Certaines personnes prennent leur distance discrètement, d'autres testent vos limites, tandis que d'autres encore s'adaptent à votre nouvelle personnalité. Selon Jung, aucune de ces réactions n'est fortuite. Le moment de la transformation est celui où les anciens contrats avec l'environnement prennent fin. La personne n'est plus accessible à tous. Ils ne sont pas disposés à ressentir toutes les émotions. Et cette sélectivité n'isole pas la personne, elle clarifie les choses. Le signe le plus évident de ce point de transformation est le calme intérieur. La vie semble identique de l'extérieur, mais un grand espace s'est ouvert en soi. L'esprit est moins agité qu'auparavant. Le besoin constant d'analyser, d'expliquer et de comprendre les choses s'atténue. Selon Jung, c'est le retour de l'énergie spirituelle à sa juste place. L'énergie ne se dirige plus vers les problèmes non résolus des autres, mais vers sa propre intégration. À ce stade, l'individu entre en contact avec lui-même pour la première fois. Il ne sait peut-être pas ce qu'il veut, mais il sait clairement ce qu'il ne veut pas. Cette clarté est le fondement de la transformation, car, selon Jung, l'individuation ne consiste pas à tout savoir, mais à rester fidèle à soi-même. Le point de transformation commence le jour où l'on cesse d'essayer de comprendre les autres. Mais ce jour n'est pas inscrit sur un calendrier. Il arrive avec une évolution silencieuse de la conscience en soi, et une fois qu'il est arrivé, il n'y a pas de retour en arrière. À ce stade, Jung insiste particulièrement sur un autre point. Une personne ayant atteint le point de transformation ne ressent plus le besoin de se justifier autant qu'auparavant. Elle ne se sent plus obligée de décrire ce qu'elle vit, de se défendre ou de justifier ses décisions, car la conscience ne dépend plus d'une validation extérieure. Ce silence est souvent mal compris. Alors que l'on attend une explication, on choisit de se taire. Selon Jung, cette attitude n'est pas de la passivité, c'est la naissance d'une autorité intérieure. L'individu prend désormais sa propre voix intérieure comme référence, et lorsque ce point de référence devient plus fort que les attentes du monde extérieur,
la transformation devient permanente. Et la chose la plus importante dont on prend conscience après avoir franchi ce point de transformation est la suivante. La vie ne devient pas plus difficile, elle devient plus simple. Les problèmes ne disparaissent pas, mais le chaos diminue. Jung décrit cela comme la centralisation de l'énergie psychique. Lorsque l'énergie n'est pas dispersée, on ressent moins, mais plus clairement. Les conflits relationnels diminuent, les décisions sont prises plus rapidement et les conflits intérieurs durent moins longtemps, car la personne ne cherche plus à tout résoudre. Ils n'assument la responsabilité que de ce qui leur appartient. Ce discernement est le véritable fruit de la transformation. Lorsqu'une personne cesse de chercher à comprendre autrui, elle ne se coupe pas du monde. Pour la première fois, elle participe pleinement à sa propre vie. La force tranquille est imperceptible de l'extérieur. Elle n'est pas ostentatoire, ne se vante pas et ne cherche pas à attirer l'attention. Selon Carl Jung, la véritable force naît d'une conscience qui n'a plus besoin de faire ses preuves. Lorsqu'une personne cesse de chercher à comprendre autrui, un grand vide se creuse en elle. Mais ce vide n'est pas une carence. C'est l'espace laissé vacant par des années de fardeau porté. C'est précisément là que la force tranquille émerge, car la personne n'est plus dispersée. Elle ne se précipite plus sur chaque émotion, ne tente plus de résoudre chaque tension, ni ne porte le chaos sur ses épaules. C'est là le point culminant de l'enseignement de l'individuation de Jung. La personne qui parvient à rester centrée est la plus forte. Cette force ne provient pas du contrôle d'autrui, mais de la capacité à se maîtriser soi-même. Une personne dotée d'une force tranquille sait qu'elle n'a plus besoin d'être comprise. La possibilité d'être incomprise ne la paralyse pas, car elle n'a pas abandonné son identité au regard des autres. Selon Jung, c'est l'indicateur le plus clair de la maturité spirituelle. Une personne mature ne se précipite pas pour se justifier, car elle est en paix avec elle-même. La force tranquille s'accompagne de limites, mais ces limites ne sont pas rigides. Elles sont naturelles. La personne sait désormais intuitivement ce qu'il faut accepter et ce qu'il faut refuser. Cette intuition est le retour à l'intérieur d'une perception longtemps orientée vers le monde extérieur. Jung décrit cela comme le retour de la conscience à son essence. La conscience qui retrouve son essence trouve la paix, mais cette paix n'est pas une stagnation. Au contraire, elle est extrêmement vivante, car l'énergie est désormais concentrée au bon endroit. La force tranquille transforme également les relations. On n'est plus aussi proche de tout le monde. La distance augmente avec certains, tandis que le lien s'approfondit avec d'autres. Cette distinction n'est pas douloureuse, mais explicative. Selon Jung, les relations deviennent claires à ce stade, qui établit un véritable contact et qui ne fait que laisser un fardeau. La force tranquille ne dramatise pas cette distinction. Elle voit, tout simplement, et elle agit en fonction de ce qu'elle voit. Elle ne cherche plus à sauver qui que ce soit. Elle ne porte l'ombre de personne, car elle a appris que protéger sa propre lumière est plus précieux que d'absorber les ténèbres d'autrui. C'est là l'aspect le plus frappant de la puissance silencieuse. L'individu ne se durcit pas face au monde. Il s'adoucit, mais devient plus fort. Selon Jung, cette force réside dans l'intégration du soi. Un soi non fragmenté, non dispersé, non divisé par les attentes d'autrui. Ce soi n'a pas besoin de se défendre, car il ne se sent pas menacé. La puissance silencieuse est la forme ultime de la liberté. Elle ne crie pas, ne proclame pas, ne s'exhibe pas, mais elle se ressent dans chaque action. Lorsqu'une personne cesse de chercher à comprendre autrui, elle ne perd pas son empathie. Elle la replace à sa juste place. Elle choisit de comprendre, mais refuse de porter le fardeau.
Elle écoute, mais ne s'encombre pas. Elle voit, mais ne l'intériorise pas. Le message de Jung est ici complet. Le pouvoir ne réside pas dans la quantité, mais dans le lâcher-prise. Et ce lâcher-prise n'est pas une faiblesse, c'est la force la plus profonde. Si cette force silencieuse vous semble familière, ce n'est pas un hasard, car cette force réside en chacun de nous, mais seuls ceux qui l'invoquent peuvent y accéder. Pour celui qui a atteint cette force silencieuse, la vie n'est plus un champ de bataille. Il y a des difficultés, certes, mais plus de combats. Selon Jung, c'est le signe que le conflit intérieur est en grande partie apaisé. La personne ressent encore, est encore affectée, mais cette affectation cesse d'être une force qui la gouverne. Les émotions vont et viennent, les pensées fluctuent, mais le centre demeure immuable. Ce centre est le véritable aboutissement de l'individuation. La personne n'a plus besoin de se reconstruire constamment, car elle ne se désintègre pas. La force silencieuse se nourrit précisément de cet état de non-désintégration, et la vérité la plus profonde atteinte à ce stade est la suivante. Lorsque vous cessez de chercher à comprendre les autres, vous ne vous éloignez pas d'eux, vous vous rapprochez de vous-même. Tout l'enseignement de Jung est résumé ici en une seule phrase. Celui qui se rapproche d'elle-même se rapproche aussi des autres avec plus d'authenticité, sans prétention, sans jouer les sauveurs, sans peser sur autrui. C'est ainsi que se réalise la force silencieuse. Elle ne se poursuit pas comme un but, ni ne se porte comme un titre. Elle est ce qui demeure lorsqu'on se libère du superflu. Et ce qui demeure est toujours ce qu'il y a de plus authentique. Ceci conclut notre vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci.